En 1828, 3 enfants identiques furent arrachés à leur famille dans les villages autour de Fontainebleau. Ils ne devaient jamais se revoir. Ce que la science leur fit subir pendant 15 années reste l'un des secrets les mieux gardés de la monarchie restaurée. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce dossier que la France a tenté d'enterrer pour toujours. Avant de commencer cette histoire troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces épisodes oubliés de notre histoire. L'année 1828 marquait le début du règne de Charles X, une époque où la France tentait de retrouver sa grandeur d'avant la Révolution. Dans les châteaux restaurés et les institutions renaissantes, une nouvelle aristocratie cherchait à légitimer son pouvoir par la science et l'érudition. Fontainebleau, résidence royale retrouvant ses fastes, était devenu un centre intellectuel où se mêlaient nobles éclairés, médecins ambitieux et philosophes en quête de vérités nouvelles. C'est dans ce contexte que s'épanouissait l'Académie royale des sciences naturelles de Fontainebleau, une institution méconnue installée dans l'aile ouest du château, loin des appartements officiels. Dirigée par le docteur Augustin Beaumont, médecin personnel du roi et membre de l'Académie de médecine de Paris, cette institution se consacrait officiellement à l'étude de l'histoire naturelle et de la médecine moderne. Le docteur Beaumont, âgé de 45 ans en 1828, était un homme de science respecté, auteur de plusieurs traités sur l'anatomie et la physiologie humaine. Fils d'un chirurgien de province, il avait gravi les échelons grâce à son intelligence remarquable et sa capacité à s'attirer les faveurs de la noblesse. Sa théorie sur l'influence respective de l'hérédité et de l'éducation sur le développement humain avait suscité l'intérêt du roi lui-même, qui voyait dans ses recherches un moyen de justifier scientifiquement la supériorité naturelle de l'aristocratie. Les villages environnants de Fontainebleau vivaient alors dans une pauvreté chronique. Les familles paysannes, accablées par les impôts et les mauvaises récoltes successives, peinaient à nourrir leurs nombreux enfants. C'est dans cette misère que le docteur Beaumont et ses assistants trouvèrent le terrain fertile pour leurs expérimentations. Le 23 avril 1828, dans le petit hameau de Vallières, à quelques lieues de Fontainebleau, Marie-Claire Dubois donna naissance à des triplets. Cette paysanne de 22 ans, épouse d'un bûcheron, accoucha dans des conditions précaires, assistée seulement par la sage-femme du village, Margot Renaud. Les 3 garçons, parfaitement identiques, surprirent par leur vigueur exceptionnelle, malgré les circonstances difficiles de leur naissance. Pierre Dubois, le père, ouvrier forestier gagnant à peine de quoi nourrir sa famille, se retrouvait maintenant avec 5 bouches à nourrir, lui qui peinait déjà à subvenir aux besoins de ses 2 filles aînées. C'est Margot Renaud qui, quelques jours après la naissance, fit mention de cet événement rare lors de sa visite hebdomadaire au marché de Fontainebleau. Elle évoqua innocemment la naissance de ses triplets identiques devant frère Anselme, moine augustin, attaché à l'Académie royale des sciences naturelles, qui assistait le docteur Beaumont dans ses recherches sur l'hérédité. Frère Anselme, homme cultivé et observateur, comprit immédiatement l'opportunité extraordinaire que représentaient ces 3 enfants identiques pour les théories du docteur Beaumont. Il se rendit dès le lendemain à Vallières pour constater par lui-même cette naissance exceptionnelle. Ce qu'il découvrit dépassa ses attentes. Les 3 nourrissons étaient effectivement d'une ressemblance parfaite, au point qu'il était impossible de les distinguer. Leur développement semblait normal, voire supérieur à la moyenne, et leur mère, bien que fatiguée, se portait relativement bien malgré la rudesse de ses conditions de vie. Frère Anselme engagea immédiatement la conversation avec Pierre Dubois, sondant habilement la situation financière de la famille. Ce qu'il apprit confirma ses intuitions. La famille était dans une détresse économique extrême, au bord de la famine, et l'arrivée de 3 bouches supplémentaires menaçait leur survie même. Le moine proposa alors une solution qui sembla providentielle aux bûcherons désespérés. L'Académie royale des sciences naturelles cherchait des familles d'accueil pour des enfants orphelins, moyennant une compensation financière substantielle. Pierre Dubois pourrait confier ses 3 fils à cette noble institution, qui se chargerait de leur éducation et de leur avenir.
tout en versant à la famille une rente annuelle équivalente à 3 années de salaire d'un ouvrier forestier. L'offre était trop alléchante pour être refusée. Marie-Claire Dubois pleura, supplia, mais la raison l'emporta sur les sentiments maternels. Le contrat fut signé le 2 mai 1828, en présence du curé du village et du maire, tous deux témoins de cette transaction présentée comme un acte de charité chrétienne. Les 3 nourrissons, âgés de 9 jours, furent emmenés à Fontainebleau dans un carrosse de l'académie. Leurs parents ne devaient plus jamais les revoir. L'arrivée des triplés à l'Académie royale des sciences naturelles marqua le début de l'expérience la plus ambitieuse et la plus secrète jamais entreprise par le docteur Beaumont. Dans ses notes personnelles, retrouvées un siècle plus tard dans les archives de l'Institut de France, il décrivait avec enthousiasme cette opportunité unique d'étudier l'influence respective de l'hérédité et de l'environnement sur le développement humain. Le protocole mis en place était d'une rigueur scientifique remarquable pour l'époque, mais d'une cruauté que seule l'obsession de la connaissance pouvait justifier. Les 3 enfants, baptisés Louis, Auguste et Charles en l'honneur du roi, furent séparés dès leur arrivée et confiés à 3 environnements radicalement différents. Louis, l'aîné selon l'ordre arbitraire établi par le docteur Beaumont, fut placé dans un environnement aristocratique reconstitué dans l'aile noble du château. Il fut confié aux soins de dame Élisabeth de Villemont, ancienne dame de compagnie de la duchesse d'Angoulême, assistée d'une gouvernante anglaise et d'un précepteur jésuite. Son éducation devait être celle d'un jeune noble. Latin, grec, équitation, escrime, mathématiques et philosophie. Il grandit dans le luxe, entouré de livres, d'œuvres d'art et de tous les raffinements de l'aristocratie. Auguste, le second, fut élevé dans un environnement bourgeois, reproduit dans l'aile administrative de l'Académie. Confié à M. Édouard Fontaine, négociant parisien ruiné qui avait accepté ce poste pour survivre, Auguste recevait une éducation pratique, calcul, commerce, langue vivante et sciences appliquées. Il vivait dans un confort modeste mais digne, apprenant la valeur du travail et de l'économie. Charles, le dernier, fut volontairement maintenu dans des conditions proches de celles de sa naissance. Installé dans les dépendances du château, il fut élevé par Berthe Meunier, ancienne nourrice de village qui avait accepté ce travail pour échapper à la misère. Son éducation se limitait aux rudiments de la lecture, de l'écriture et du catéchisme. Il devait grandir dans la simplicité, apprenant les travaux manuels et les métiers d'artisan. Le génie diabolique du docteur Beaumont résidait dans l'organisation de cette expérience. Les 3 enfants vivaient dans le même château, parfois à quelques mètres les uns des autres, sans jamais se rencontrer ni même soupçonner leur existence mutuelle. Un système complexe de cloisons, de couloirs séparés et d'horaires décalés avait été mis en place pour éviter toute rencontre fortuite. Chaque enfant évoluait dans son univers clos, observé en permanence par une équipe de superviseurs qui notait méticuleusement chaque détail de son développement physique, intellectuel et moral. Ces observations quotidiennes, consignées dans des registres codés, constituaient la matière première de la grande œuvre scientifique du docteur Beaumont. Durant les premières années, l'expérience semblait se dérouler selon les prévisions. Louis développait les manières et l'élégance d'un jeune aristocrate, Auguste montrait des dispositions commerciales remarquables, et Charles conservait la simplicité et la robustesse du peuple. Le docteur Beaumont voyait dans ces différences la confirmation de ses théories sur l'influence prépondérante de l'éducation sur le caractère humain. Mais au fur et à mesure que les années passaient, des troublantes similitudes commencèrent à apparaître entre les 3 garçons. Malgré leurs environnements différents, ils développaient les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes talents naturels. Tous 3 montraient une aptitude exceptionnelle pour la musique, une mémoire prodigieuse et une curiosité intellectuelle dévorante qui dépassaient les limites de leur éducation respective. Ces convergences inattendues troublaient profondément le docteur Beaumont, remettant en question les fondements mêmes de sa théorie. Dans ses notes de 1835, il écrivait avec amertume
L'hérédité semble triompher de tous mes efforts pour la contraindre. Ces enfants portent en eux un destin qui résiste à toutes les influences extérieures. En 1836, alors que les triplés atteignaient leur 8e année, un incident imprévu faillit compromettre l'ensemble de l'expérience. Charles, le garçon élevé dans les conditions les plus modestes, réussit à s'échapper de sa surveillance lors d'une promenade dans les jardins du château. Guidé par un instinct inexplicable, l'enfant se dirigea vers l'aile noble où vivait Louis. Les circonstances de cette évasion restent mystérieuses. Charles avait-il entendu quelque chose, perçu une présence familière, ou obéissait-il à un appel plus profond que la raison ne pouvait expliquer? Toujours est-il qu'il parvint jusqu'à la bibliothèque privée de Louis, où ce dernier prenait sa leçon de latin avec son précepteur, l'abbé de Montclair. La rencontre entre les deux frères, qui ne s'étaient pas vus depuis leur séparation 8 années plus tôt, fut d'une intensité bouleversante pour tous les témoins présents. Les deux enfants se figèrent en se voyant, comme frappés par la foudre. Puis, simultanément, ils se mirent à pleurer, sans raison apparente, tendant les bras l'un vers l'autre avec une reconnaissance immédiate et troublante. L'abbé de Montclair, qui ignorait totalement l'existence de l'expérience, crut d'abord à une hallucination. Comment expliquer la présence de 2 enfants parfaitement identiques dans le château? L'alerte fut donnée immédiatement. Le docteur Beaumont accourut, accompagné de frère Anselme et de plusieurs membres de son équipe. Il fallut séparer de force les 2 garçons, qui s'accrochaient l'un à l'autre avec une détresse poignante. Cette rencontre fortuite eut des conséquences dramatiques sur l'expérience. Louis et Charles, malgré leur jeune âge, comprirent qu'ils n'étaient pas seuls au monde, qu'il existait quelqu'un qui leur ressemblait parfaitement. Dans les jours qui suivirent, ils devinrent taciturnes, refusant de manger, cherchant constamment leur frère perdu. Le docteur Beaumont dut réviser entièrement son protocole. Il fit construire des cloisons plus hautes, renforça la surveillance et interdit formellement toute sortie non accompagnée. Mais le mal était fait. Les 2 enfants qui s'étaient rencontrés gardaient en eux le souvenir indélébile de cette reconnaissance mutuelle. Plus troublante encore, Auguste, qui n'avait pas assisté à cette rencontre et n'en avait aucune connaissance, commença lui aussi à manifester des signes d'agitation inexplicables. Il se réveillait la nuit en pleurant, cherchait quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, dessinait compulsivement des visages qui ressemblaient étrangement aux siens. Le docteur Beaumont, face à ces phénomènes qu'il ne pouvait expliquer scientifiquement, commença à tenir un second registre secret où il consignait ces anomalies qui échappaient à sa compréhension. Ces notes révèlent un homme de science confronté à des réalités qui dépassent son entendement rationnel, sans pour autant l'amener à remettre en question la légitimité morale de son expérience. En 1838, une nouvelle complication survint avec l'arrivée au château de M. Henri de Boisgelin, inspecteur royal, chargé de superviser le bon fonctionnement des institutions scientifiques du royaume. Homme intègre et perspicace, Boisgelin avait pour mission de s'assurer que les fonds royaux alloués à l'Académie étaient utilisés à bon escient. Sa visite, initialement prévue pour quelques jours, se prolongea plusieurs semaines, car il remarqua rapidement les aspects inexpliqués de l'organisation du château. Les horaires complexes, les zones interdites, la nervosité du personnel lors de ces questions, tout cela éveilla sa méfiance. Boisgelin commença une enquête discrète, interrogeant séparément les différents membres du personnel. C'est ainsi qu'il apprit l'existence de 3 enfants, vivant dans des conditions mystérieuses au château, sans qu'aucun document officiel ne justifie leur présence. Ces questions se firent plus précises, sa surveillance plus attentive. Le docteur Beaumont, sentant l'étau se resserrer, prit une décision dramatique. Il révéla partiellement la vérité à Boisgelin, présentant son expérience comme une noble œuvre scientifique destinée à démontrer la supériorité de l'éducation aristocratique. Il fit valoir l'intérêt scientifique de ses recherches et l'honneur qui en rejaillirait sur le royaume de France. Boisgelin, ébranlé par ces révélations, se trouva face à un dilemme moral complexe. D'un côté,
Il ne pouvait nier l'intérêt scientifique de l'expérience et les résultats déjà obtenus. De l'autre, il était troublé par les méthodes employées et le sort de ses 3 enfants innocents. Sa décision fut un compromis qui devait se révéler fatal. Il accepta de couvrir l'expérience à condition que le docteur Beaumont s'engage à traiter les enfants avec bienveillance et à leur révéler progressivement la vérité sur leur situation. Un protocole strict fut établi avec des visites d'inspection régulières et un rapport annuel sur l'évolution des triplets. Cette nouvelle organisation marqua le début d'une période encore plus trouble dans l'histoire des triplets de Fontainebleau. Boisgelin, malgré ses bonnes intentions, était devenu complice d'une expérience dont il ne mesurait pas toutes les ramifications psychologiques. En 1840, les 3 garçons, désormais âgés de 12 ans, commencèrent à poser des questions de plus en plus précises sur leur origine et leur situation. Louis, éduqué dans l'aristocratie, interrogeait Dame de Villemont sur ses parents supposés dont il n'avait jamais vu le moindre portrait. Auguste questionnait M. Fontaine sur les circonstances qui l'avaient mené au château. Charles demandait à Berthe Meunier pourquoi il ne pouvait jamais sortir du domaine pour voir le monde extérieur. Les réponses évasives et contradictoires qu'il recevait ne faisaient qu'alimenter leur curiosité et leur inquiétude. Une atmosphère de mensonge et de mystère s'installait autour d'eux, créant chez chacun un sentiment grandissant d'angoisse et de solitude. C'est à cette époque que se produisit le premier drame qui allait ébranler toute l'expérience. En novembre 1840, Dame Élisabeth de Villemont, qui élevait Louis depuis 12 ans, fut prise de remords insurmontables. Cette femme pieuse et sensible, qui s'était attachée à l'enfant comme à son propre fils, ne supportait plus de participer à ce qu'elle considérait désormais comme une imposture cruelle. Elle prit la décision de révéler la vérité à Louis, lui expliquant qu'il avait 2 frères identiques vivant dans le même château et que tous 3 étaient les sujets d'une expérience scientifique. Cette révélation bouleversa le garçon, qui exigea de rencontrer immédiatement ses frères. Dame de Villemont, dans un geste de révolte contre le docteur Beaumont, organisa secrètement une rencontre entre Louis et Charles dans la chapelle du château, pendant l'office du soir où elle savait que la surveillance serait relâchée. Les retrouvailles entre les 2 frères, après 4 années de séparation forcée, furent d'une intensité dramatique. Ils se reconnurent immédiatement, malgré les différences vestimentaires et gestuelles dues à leurs éducations divergentes. Leurs embrassades, leurs larmes, leurs questions entrecoupées révélèrent l'ampleur de la souffrance que leur séparation avait causée. Mais cette rencontre clandestine fut découverte par frère Anselme, qui effectuait sa ronde habituelle. L'alerte fut immédiatement donnée au docteur Beaumont, qui arriva dans la chapelle accompagné de plusieurs gardiens. La scène qui s'ensuivit marqua un tournant dramatique dans l'expérience. Les 2 frères refusèrent catégoriquement d'être séparés à nouveau, s'accrochant l'un à l'autre avec une force désespérée. Il fallut user de violence pour les séparer, et leurs cris de détresse résonnèrent dans tout le château. Dame de Villemont, accusée de trahison par le docteur Beaumont, fut immédiatement renvoyée du château. Avant son départ, elle eut le temps de glisser à Louis un message secret. « Cherche Auguste, votre 3e frère. Il vit dans l'aile administrative. Vous devez être réunis. » Cette révélation de l'existence d'Auguste porta le trouble de Louis à son comble. Il comprit qu'il était l'un de 3 frères, tous victimes de la même imposture, tous prisonniers du même mensonge. Dans les jours qui suivirent, Louis développa une stratégie d'une ingéniosité remarquable pour un enfant de 12 ans. Il feignit la soumission et l'acceptation de sa situation, tout en élaborant secrètement un plan pour retrouver et libérer ses frères. Pendant ce temps, Charles, de retour dans sa condition modeste, était devenu inconsolable. Berthe Meunier, émue par sa détresse, commit elle aussi l'imprudence de lui révéler une partie de la vérité. Elle lui expliqua qu'il avait effectivement 2 frères au château, mais qu'ils ne pouvaient pas se voir, car c'était l'ordre des savants. Cette confirmation de ce qu'il avait découvert dans la chapelle transforma Charles. L'enfant simple et docile devint rebelle et déterminé. Il commença à observer les allées et venues du personnel,
à mémoriser les horaires, à chercher des moyens de communiquer avec ses frères. Auguste, lui, continuait à vivre dans l'ignorance de la situation réelle, mais il était de plus en plus troublé par des rêves étranges où il voyait des visages identiques aux siens. Monsieur Fontaine, préoccupé par ces manifestations inexplicables, en fit part au docteur Beaumont, qui décida de renforcer encore la surveillance de tous les triplets. C'est dans cette atmosphère de tension extrême qu'eut lieu, en décembre 1840, l'événement qui allait précipiter la catastrophe finale. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à ces trois frères. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces épisodes sombres de notre histoire. Le 15 décembre 1840 marqua le jour le plus noir dans l'histoire de l'Académie royale des sciences naturelles de Fontainebleau. Ce jour-là, les trois frères parvinrent simultanément, par des chemins différents, à découvrir toute la vérité sur leur situation. Louis avait profité de la période de Noël, où la surveillance était relâchée en raison des festivités religieuses et du départ temporaire d'une partie du personnel. Depuis des semaines, il étudiait méticuleusement les habitudes du château, notant les horaires de changement de garde, les moments où certains couloirs restaient déserts, les sons qui lui parvenaient des autres ailes du bâtiment. Sa stratégie était d'une ingéniosité remarquable pour un enfant de 12 ans. Il avait découvert que les domestiques utilisaient un passage de service derrière les cuisines pour transporter la nourriture vers les différentes ailes sans être vus des pensionnaires. Ce corridor étroit, tapissé de pierres froides et éclairé seulement par de rares torches, serpentait dans les entrailles du château comme un labyrinthe secret. Grâce aux indications précieuses de Dame de Villemont avant son renvoi, Louis savait qu'Auguste vivait dans l'aile administrative, dans des appartements situés au 2e étage, donnant sur la cour d'honneur. Il avait également appris que son frère prenait ses leçons chaque jour à la même heure, dans une salle donnant sur le couloir principal. Ce matin-là, Louis s'échappa de ses appartements en feignant une indisposition qui lui permit d'éviter sa leçon d'équitation. Il se glissa dans le passage de service, le cœur battant à tout rompre, guidé par un instinct plus fort que la peur des conséquences. Chaque pierre qu'il foulait résonnait comme un tambour dans sa poitrine, chaque ombre pouvait cacher un gardien prêt à l'arrêter. Pendant ce temps, Auguste traversait la matinée la plus étrange de sa vie. Depuis plusieurs jours, il était envahi par une agitation inexplicable. Des rêves d'une vivacité troublante, où il voyait des visages identiques aux siens, des sensations de manque qu'il ne parvenait pas à nommer. Monsieur Fontaine, inquiet de ces manifestations inhabituelles chez son pupille habituellement si sage, avait fait appeler le médecin de l'Académie. Ce matin-là, Auguste était assis à son bureau de travail, tentant de se concentrer sur un exercice de comptabilité commerciale, quand il entendit des pas inhabituels dans le couloir. Ces pas avaient une cadence particulière, un rythme qui lui sembla étrangement familier, comme un écho de quelque chose d'enfoui au plus profond de sa mémoire. Simultanément, dans l'aile des domestiques, Charles vivait sa propre révélation. Berthe Meunier, de plus en plus tourmentée par les remords depuis l'incident de la chapelle, avait fini par céder aux questions pressantes de l'enfant. La veille au soir, dans un moment de faiblesse, elle lui avait révélé non seulement l'existence de ses deux frères, mais aussi leur nom et l'emplacement approximatif de leur logement. Charles, dont l'éducation modeste n'avait pas émoussé l'intelligence naturelle, avait passé la nuit à élaborer un plan. Il savait que Berthe sortait chaque matin pour aller chercher le pain aux cuisines, le laissant seul pendant près d'1 heure. C'était sa chance. Quand Berthe quitta les appartements ce matin-là, Charles attendit quelques minutes, puis sortit de sa chambre. Mais contrairement aux autres fois où il avait tenté de s'échapper pour explorer le château, cette fois il avait un but précis: retrouver ses frères et les affronter tous ensemble à la vérité de leur situation. Guidé par les indications de Berthe et par un instinct qu'il ne s'expliquait pas, Charles se dirigea vers l'aile noble. Il avait compris que Louis, éduqué comme un aristocrate, devait y résider. Ses pas le menaient naturellement vers le grand couloir central, ce même couloir qui avait été conçu par le docteur Beaumont pour séparer ses 3 sujets d'expérience. Le hasard, ou était-ce le destin?
voulut que les trois frères convergent simultanément vers ce couloir central. Louis émergea du passage de service au moment précis où Auguste sortait de la salle où il prenait ses leçons, alerté par les bruits inhabituels. Charles arrivait de l'autre extrémité du couloir, ayant échappé à la surveillance relâchée des domestiques. Leur rencontre se fit dans un silence d'abord total, comme si le temps lui-même s'arrêtait. Les trois garçons se figèrent, chacun à une extrémité du triangle qu'ils formaient naturellement. Pendant quelques secondes interminables, ils se regardèrent avec une intensité qui semblait vouloir rattraper 12 années de séparation. Auguste fut le premier à réagir. Il poussa un cri étouffé, une plainte qui venait du plus profond de son être. Comme si toute la souffrance accumulée pendant des années d'incompréhension et de solitude s'exprimait enfin. Ce cri réveilla instantanément ses deux frères de leur stupeur. Louis s'élança le premier, ses jambes tremblant sous l'émotion. Charles le suivit immédiatement, et les trois enfants se précipitèrent les uns vers les autres avec une force irrépressible. Leur étreinte, quand ils se rejoignirent au centre du couloir, fut d'une violence émotionnelle qui dépassait tout ce que les témoins présents auraient pu imaginer. Monsieur Fontaine, qui avait suivi Auguste dans le couloir, s'arrêta net en découvrant cette scène surréaliste. Voir trois enfants parfaitement identiques enlacés au milieu du couloir le plongea dans un état de choc qui le paralysa pendant de précieuses secondes. Il crut d'abord à une hallucination, se frottant les yeux pour s'assurer de la réalité de ce qu'il voyait. Les trois frères, maintenant réunis, ne formaient plus qu'une seule entité. Ils parlaient tous en même temps, leurs voix se mêlant dans une cacophonie d'émotions pures. « Pourquoi nous ont-ils séparés ?» demandait Louis. « J'ai rêvé de vous chaque nuit, » sanglotait Auguste. « Je savais que vous existiez, » affirmait Charles. Leurs questions se bousculaient, leurs révélations se croisaient, leurs accusations contre le monde adulte qui les avait manipulés éclataient comme autant de bombes dans l'air confiné du château. Ils se racontaient leur vie séparée avec une précipitation fébrile, comme s'ils craignaient d'être interrompus avant d'avoir tout dit. C'est frère Anselme qui, effectuant sa ronde matinale, donna l'alerte. En découvrant les trois enfants enlacés dans le couloir, en voyant Monsieur Fontaine figé dans sa stupeur, il comprit immédiatement l'ampleur de la catastrophe qui venait de se produire. Il courut vers les appartements du docteur Beaumont en criant « Monseigneur, les enfants se sont trouvés, ils sont ensemble !» Le docteur Beaumont, qui prenait tranquillement son petit déjeuner en lisant les dernières publications de l'Académie de médecine, laissa tomber sa tasse de café en entendant ces mots. Il se précipita vers le couloir central, suivi de près par Boisgelin qui se trouvait au château pour son inspection trimestrielle. Ce qu'ils découvrirent en arrivant sur les lieux défia toutes leurs prévisions scientifiques. Les trois garçons, toujours enlacés, semblaient avoir développé instantanément une complicité parfaite. Ils finissaient les phrases les uns des autres, réagissaient simultanément aux bruits extérieurs, bougeaient avec une synchronisation troublante. « Regardez-nous bien », dit Louis en fixant le docteur Beaumont avec une maturité soudaine dans le regard. « Regardez ce que vous avez essayé de détruire. Nous ne sommes qu'une seule personne en trois corps », ajouta Charles avec une gravité qui glaça l'assistance. « Et vous nous avez fait souffrir pendant 12 ans », conclut Auguste, dont la voix tremblait de colère contenue. Le docteur Beaumont, confronté pour la première fois aux conséquences humaines de son expérience scientifique, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Mes enfants, » dit-il d'une voix qu'il voulait paternelle, « vous ne comprenez pas l'importance de ce que nous faisons ici. Votre sacrifice sert la science, sert la France, sert l'humanité tout entière. »« Notre sacrifice ?» explosa Louis. « Qui vous a donné le droit de décider de notre sacrifice ? Nos parents savent-ils ce que vous nous faites ? » demanda Charles avec une lucidité terrifiante. « Avez-vous des enfants, monsieur le docteur ?» interrogea Auguste. « Accepteriez-vous qu'on leur fasse ce que vous nous faites ?» Ces questions, posées avec une maturité précoce née de la souffrance, ébranlèrent profondément tous les adultes présents. Boisgelin, en particulier, réalisait soudain l'ampleur morale de ce qu'il avait couvert pendant des années. Mais c'est alors que se produisit l'événement le plus dramatique de toute cette scène.
Auguste, le plus fragile des trois frères car le moins préparé psychologiquement à cette révélation brutale, fut soudain pris de tremblements violents. L'émotion de retrouver ses frères, combinée à la compréhension soudaine de ce qu'ils avaient tous subi, provoqua en lui un choc d'une intensité que son jeune organisme ne put supporter. Ses yeux se révulsèrent, son corps fut secoué de convulsions terrifiantes, et il s'effondra dans les bras de ses frères en poussant un cri d'une détresse absolue. Louis et Charles, impuissants, le serrèrent contre eux en appelant désespérément son nom, mais Auguste ne les entendait déjà plus. Le docteur Beaumont se précipita pour examiner l'enfant, mais son diagnostic fut immédiat et terrible. Auguste avait sombré dans un état catatonique dont l'issue était incertaine. Le choc psychologique avait été trop violent pour son esprit, qui avait choisi de se réfugier dans l'inconscience pour échapper à une réalité insupportable. Louis et Charles, témoins impuissants de l'effondrement de leur frère, comprirent instantanément que c'était leur réunion même qui avait causé cette tragédie. Leur joie de se retrouver se transforma en culpabilité dévastatrice, puis en colère pure contre tous les adultes qui les entouraient. « Vous l'avez tué !» cria Louis en se jetant sur le docteur Beaumont. « Vous avez tué notre frère avec vos expériences diaboliques. » Charles, plus silencieux mais non moins déterminé, aida son frère à porter Auguste évanoui vers ses appartements, refusant catégoriquement l'aide des adultes qu'il tenait désormais pour responsables de tout leur malheur. La scène qui suivit dans les appartements d'Auguste marqua la fin définitive de l'expérience du docteur Beaumont. Les deux frères conscients, assis de chaque côté du lit où gisait Auguste inanimé, opposèrent un front uni et implacable à tous les adultes qui tentèrent d'approcher. « Jamais plus vous ne nous séparerez », déclara Louis avec une détermination d'acier. « Jamais plus nous ne participerons à vos expériences. Nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive, même si nous devons en mourir. » Charles, tenant la main inerte d'Auguste, ajouta simplement « Il nous entend. Il nous sent, et tant qu'il vivra, nous trois ne formerons qu'une seule âme. » Ces paroles, prononcées par des enfants de 12 ans avec la gravité de condamnés à mort, glacèrent l'assistance et marquèrent la fin irréversible de 15 années d'expérimentation inhumaine. Les conséquences de cette journée dramatique furent immédiates et irréversibles. Boisgelin, témoin direct de l'effondrement d'Auguste et de la détresse des deux autres frères, comprit que l'expérience avait franchi une ligne rouge qu'aucune justification scientifique ne pouvait plus excuser. Dans les heures qui suivirent, il convoqua une réunion d'urgence avec le docteur Beaumont et les responsables administratifs de l'académie. La discussion fut orageuse, le docteur tentant encore de minimiser l'incident et de plaider pour la continuation de l'expérience avec les deux frères restants. Ces enfants présentent maintenant des données scientifiques encore plus intéressantes, argumentait-il avec un cynisme qui révolta Boisgelin. Nous pouvons étudier l'impact psychologique de la séparation puis de la réunion, les mécanismes de la culpabilité fraternelle, les effets du trauma sur... Taisez-vous, l'interrompit Boisgelin avec une violence inhabituelle. Vous parlez d'êtres humains comme d'animaux de laboratoire. Ces enfants ont été brisés par votre folie scientifique et vous voulez continuer à les torturer. La rupture entre les deux hommes était consommée. Boisgelin, rongé par les remords d'avoir couvert cette expérience pendant des années, prit la décision radicale d'y mettre fin immédiatement, quelles qu'en soient les conséquences politiques. Le 20 décembre 1840, 5 jours après la réunion tragique des trois frères, une commission secrète fut constituée à Paris. Elle comprenait Boisgelin lui-même, le comte de Rambuteau, représentant le ministère de l'Intérieur, et le docteur Esquirol, aliéniste réputé, qui devait évaluer l'état mental des trois enfants. L'examen du docteur Esquirol fut accablant pour le docteur Beaumont. Auguste était effectivement plongé dans un état catatonique profond, ne réagissant plus aux stimuli extérieurs, se nourrissant à peine, fixant le vide avec des yeux qui semblaient avoir perdu toute lueur d'intelligence. Louis et Charles, quant à eux, montraient tous les signes d'un traumatisme psychologique majeur. Insomnie chronique, terreur nocturne, refus de se séparer ne serait-ce qu'une minute.
Ces enfants ont été victimes d'un traitement qui s'apparente à de la torture psychologique, conclut le docteur Esquirol dans son rapport. Leur développement mental et émotionnel a été profondément perturbé par des années de manipulation et de mensonges. Il est impératif de cesser immédiatement toute expérimentation et de leur fournir les soins les plus attentionnés. Face à ce diagnostic implacable, la commission n'eut d'autre choix que de décréter l'arrêt définitif de l'expérience et la dissolution de l'Académie royale des sciences naturelles de Fontainebleau. Mais se posait alors la question cruciale: que faire des 3 frères? Le problème était complexe. Officiellement, les enfants n'existaient pas sous leur véritable identité. Leurs parents les croyaient morts ou disparus depuis plus de 12 ans. Leurs faux noms et leur fausse histoire avaient créé une situation juridique inextricable. De plus, leur ressemblance parfaite et leur comportement inhabituel risquaient d'attirer l'attention et de révéler le scandale que la commission voulait absolument éviter. Après de longues délibérations, une solution fut trouvée qui satisfaisait les exigences de discrétion tout en tentant de réparer partiellement les dommages causés. Auguste, dans son état végétatif, fut transféré dans un établissement médical privé de la région de Lyon, dirigé par un ancien collaborateur du docteur Esquirol. Il y serait soigné sous une fausse identité, aux frais de l'État, avec l'espoir secret qu'il pourrait un jour recouvrer ses facultés. Louis et Charles furent placés ensemble dans une institution religieuse parisienne, l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, dirigé par les frères de la Charité. Le directeur, frère Emmanuel, homme d'une grande bonté qui avait été mis dans la confidence, s'engagea à les traiter avec la plus grande bienveillance et à respecter leur besoin vital de ne jamais être séparés. Pour expliquer leur ressemblance parfaite, on les présenta comme des jumeaux orphelins retrouvés après des années d'errance. Leur 3e frère avait officiellement disparu pendant les troubles et n'était plus mentionné dans aucun document. L'installation de Louis et Charles à l'orphelinat se fit dans des conditions particulièrement douloureuses. Les 2 garçons, maintenant âgés de 13 ans, comprenaient parfaitement qu'ils étaient à nouveau séparés d'Auguste et que cette séparation serait peut-être définitive. Leur détresse était si évidente que frère Emmanuel dut user de toute sa persuasion pastorale pour les convaincre que cette solution était temporaire, qu'ils pourraient revoir leur frère dès qu'ils seraient guéris. Les premières années à l'orphelinat furent particulièrement difficiles. Louis et Charles, habitués à des environnements de vie totalement différents, durent apprendre à cohabiter avec des dizaines d'autres enfants orphelins. Leur complicité troublante, leur conversation à mi-voix, leur ressemblance parfaite en faisaient des êtres à part qui suscitaient à la fois la curiosité et la méfiance de leurs camarades. Frère Emmanuel, observateur attentif, nota dans ses rapports confidentiels les séquelles durables de l'expérience qu'avaient subi les 2 frères. Louis, habitué au raffinement aristocratique, souffrait de la promiscuité et de la simplicité spartiate de l'orphelinat. Charles, au contraire, s'adaptait mieux à ces conditions modestes qui ressemblaient à son éducation antérieure. Mais tous 2 montraient des signes persistants de traumatisme. Cauchemars récurrents, périodes de mutisme, crises d'angoisse inexpliquées. Plus troublant encore, il semblait maintenir un lien psychologique avec Auguste malgré la distance. Régulièrement, l'un d'eux se réveillait en sursaut en appelant le nom de leur frère absent, affirmant qu'il souffrait ou qu'il les appelait. Ces épisodes, que frère Emmanuel rapportait fidèlement dans sa correspondance avec le docteur Esquirol, intriguaient et inquiétaient les médecins. Pendant ce temps, Auguste végétait dans son asile lyonnais. Son état ne s'améliorait pas, mais il ne s'aggravait pas non plus. Il restait immobile dans son lit, les yeux ouverts mais vides, se nourrissant mécaniquement quand on lui donnait à manger, mais ne montrant aucun signe de reconnaissance ou d'émotion. Le docteur Vernet, qui le soignait, était perplexe face à ce cas unique. Dans ses notes médicales, il décrivait un état catatonique d'une profondeur exceptionnelle, résistant à tous les traitements connus, comme si l'âme du patient s'était réfugiée dans un monde inaccessible. Mais le docteur Vernet nota également des phénomènes étranges.
Auguste semblait parfois réagir à des stimuli invisibles, tournant la tête vers la fenêtre à des moments précis, tendant l'oreille comme s'il entendait des voix lointaines. Ces réactions coïncidaient étrangement avec les moments où, à Paris, Louis et Charles affirmaient sentir la présence de leur frère, absent. Les années passèrent ainsi dans une routine mélancolique. Louis et Charles grandirent à l'orphelinat, recevant une éducation religieuse solide et apprenant des métiers pratiques. Louis se tourna vers la comptabilité, domaine où son éducation aristocratique antérieure lui donnait des avantages. Charles développa des talents d'artisan menuisier, retrouvant avec le travail du bois une paix intérieure qu'il n'arrivait pas à trouver ailleurs. Mais jamais ils n'oublièrent Auguste. À leur majorité, en 1853, ils quittèrent l'orphelinat avec une obsession commune, retrouver leur troisième frère et le ramener avec eux. Frère Emmanuel, qui s'était attaché à eux comme à ses propres fils, tenta de les dissuader de cette quête qu'il savait vaine et dangereuse. « Mes enfants, leur dit-il lors de leur départ, Auguste est entre les mains de Dieu maintenant. Vous avez une vie à construire, un avenir à bâtir. Ne laissez pas le passé détruire votre présent. » Mais Louis et Charles étaient déterminés. Ils s'installèrent dans un modeste logement du faubourg Saint-Antoine, travaillant dur pour économiser l'argent nécessaire à leurs recherches. Leurs soirées étaient consacrées à écrire des lettres aux administrations, aux hôpitaux, aux asiles, tentant de retrouver la trace d'Auguste sous tous les noms possibles. Cette quête obsessionnelle eut des conséquences dramatiques sur leur vie sociale. Leur ressemblance parfaite et leur comportement étrange, ils finissaient toujours les phrases l'un de l'autre, réagissaient simultanément aux événements, semblaient communiquer par télépathie, les rendaient suspects partout où ils allaient. Les employeurs les renvoyaient après quelques semaines. Les voisins les évitaient, les femmes fuyaient leur compagnie. En 1856, 15 ans après leur séparation d'avec Auguste, un miracle sembla se produire. Un courrier anonyme leur parvint, les informant qu'un homme correspondant à la description d'Auguste se trouvait dans un asile privé près de Lyon et qu'il avait récemment montré des signes de réveil mental. Cette nouvelle électrisa les deux frères. Ils abandonnèrent immédiatement leurs emplois, vendirent leurs maigres biens et partirent pour Lyon avec l'espoir fou de retrouver Auguste vivant et conscient. Leur arrivée à l'asile, en novembre 1856, provoqua un événement que le personnel médical n'oublierait jamais. Auguste, catatonique depuis 15 ans, eut une réaction violente dès que Louis et Charles franchirent le seuil de l'établissement. Comme s'il sentait leur présence à distance, il se dressa dans son lit, poussa un cri déchirant et tendit les bras vers la porte de sa chambre. Le docteur Vernet, stupéfait par cette réaction inexplicable, autorisa immédiatement la rencontre entre les trois frères. Ce qui se passa ensuite défie toute explication rationnelle. Auguste, qui n'avait pas parlé ni montré la moindre émotion pendant 15 ans, recouvra instantanément ses facultés en voyant ses frères. Il les appela par leur nom, leur parla de leurs souvenirs d'enfance, leur raconta même ses rêves des années précédentes où il les voyait grandir et souffrir. « Je vous ai vus chaque jour », leur dit-il avec des larmes dans les yeux. « Je vous ai senti vivre, j'ai partagé vos peines. Mon corps était ici, mais mon âme était avec vous. » Les retrouvailles durèrent toute la nuit. Les trois frères, maintenant âgés de 28 ans, se racontèrent leur vie séparée, pleurèrent sur les années perdues, planifièrent un avenir commun. Auguste, malgré ses 15 années d'immobilité, semblait avoir conservé toute son intelligence et sa sensibilité. Le docteur Vernet, témoin de cette résurrection miraculeuse, accepta de laisser Auguste sortir de l'asile pour rejoindre ses frères. Pour la première fois depuis leur enfance, les trois hommes étaient libres d'être ensemble, de vivre ensemble, de rattraper le temps perdu. Mais leur bonheur fut de courte durée. Le lendemain matin, quand ils vinrent chercher Auguste pour l'emmener, ils découvrirent sa chambre vide et le personnel de l'asile dans l'embarras le plus total. Monsieur Auguste a été transféré cette nuit sur ordre de l'administration supérieure,
leur expliqua le docteur Vernet, visiblement contrarié. Je n'ai reçu aucune information sur sa destination. Ces ordres venaient de très haut, je n'ai pas pu m'opposer. Louise et Charles comprirent immédiatement qu'ils étaient victimes d'une nouvelle manipulation administrative. Quelqu'un, quelque part dans les hautes sphères de l'État, avait décidé que la réunion des trois frères représentait encore un danger, même 28 ans après le début de leur calvaire. Leurs recherches désespérées pour retrouver Auguste se heurtèrent partout au même mur de silence officiel. Les administrations n'avaient aucune trace de son transfert. Les hôpitaux niaient l'avoir reçu. Les asiles prétendaient n'avoir jamais entendu parler de lui. Auguste avait disparu dans les méandres bureaucratiques français, comme s'il n'avait jamais existé. Cette nouvelle séparation, après avoir goûté pendant quelques heures à la joie d'être à nouveau réunis, fut plus cruelle encore que toutes celles qu'ils avaient subies dans leur enfance. Louis et Charles sombèrent dans une mélancolie profonde qui affecta rapidement leur santé physique et mentale. Louis développa une obsession maladive pour les archives administratives, passant ses journées dans les bureaux officiels à chercher la moindre trace du passage d'Auguste. Charles, plus introverti, se mit à dessiner compulsivement des portraits de son frère absent, comme si l'art pouvait maintenir vivant le lien qui les unissait. En 1860, Charles tomba gravement malade. Les médecins consultés ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal, qui semblait plus psychosomatique que physique. Il maigrissait, perdait ses forces, sombrait dans une léthargie qui rappelait étrangement l'état catatonique d'Auguste. « Je le sens mourir », répétait-il à Louis dans ses moments de lucidité. « Auguste est en train de mourir, et je meurs avec lui. Nous ne sommes qu'une seule âme en trois corps, vous vous souvenez ?» Louis, voyant son frère s'éteindre lentement, prit une décision désespérée qui allait révéler au monde leur histoire tragique. Il rédigea un mémoire complet de leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur séparation actuelle, dénonçant tous les responsables de leur calvaire et réclamant justice pour eux trois. Ce document, d'une précision et d'une émotion saisissantes, constituait un témoignage accablant sur les dérives de la science médicale et l'indifférence administrative face à la souffrance humaine. Louis l'intitula « Mémoire de trois frères sacrifiés à l'orgueil scientifique » et le confia à Émile Dubois, journaliste parisien réputé pour son intégrité et son courage. « Publiez ceci après nos morts », supplia-t-il Dubois. « Faites que notre sacrifice serve au moins à empêcher que d'autres enfants subissent le même sort. Nous sommes perdus, mais peut-être pourrons-nous sauver d'autres innocents. » Charles mourut en décembre 1860, officiellement d'une consomption nerveuse. Louis ne lui survécut que 3 semaines, s'éteignant le jour de l'an 1861, comme si la mort de son frère avait emporté la moitié de son être. Par une coïncidence troublante, Auguste mourut exactement au même moment, dans l'asile secret où il avait été enfermé. Son dossier médical, découvert des décennies plus tard, mentionnait qu'il avait poussé un cri déchirant dans la nuit du 1er janvier 1861, puis s'était éteint paisiblement, comme libéré d'un long cauchemar. Le mémoire de Louis fut publié en 1865 par Émile Dubois, mais l'édition fut immédiatement saisie par la censure impériale. Seuls quelques exemplaires survécurent, cachés par des collectionneurs ou des historiens qui pressentaient l'importance de ce témoignage. L'affaire des triplets de Fontainebleau devint ainsi l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de France. Périodiquement, des tentatives furent faites pour révéler cette vérité, mais elles se heurtèrent toujours aux intérêts politiques et institutionnels qui préféraient laisser cette page sombre dans l'oubli. Aujourd'hui encore, aucune reconnaissance officielle n'a été accordée à Louis, Auguste et Charles, car même leurs véritables prénoms restent inconnus. Ils dorment dans des tombes anonymes, victimes oubliées d'une époque où la soif de connaissance pouvait justifier les pires cruautés. Mais leur histoire continue de nous interroger sur les limites éthiques de la science, sur la responsabilité des institutions face aux plus vulnérables, sur le prix humain du progrès.
car derrière les façades respectables du savoir académique peuvent se cacher les manipulations les plus cruelles. En 1920, lors de travaux de rénovation au château de Fontainebleau, des ouvriers découvrirent dans les murs de l'ancienne aile de l'Académie des documents cachés que le docteur Beaumont avait murés avant sa disgrâce. Ces papiers, partiellement détruits par l'humidité, confirmaient point par point le témoignage de Louis dans son mémoire. On y trouvait les observations quotidiennes sur les 3 enfants, les mesures anthropométriques détaillées, les notes sur leur développement psychologique et surtout, les conclusions terrifiantes du docteur Beaumont. L'hérédité triomphe de tous les conditionnements environnementaux. Ces 3 sujets, malgré des éducations radicalement différentes, conservent des caractéristiques communes qui défient toute explication rationnelle. Ils semblent reliés par un lien invisible que la science ne parvient pas encore à expliquer. Plus troublant encore, ces documents révélaient que l'expérience avait été connue et approuvée au plus haut niveau de l'État. Le roi Charles X lui-même avait donné son accord pour cette étude sur la perfectibilité humaine, voyant dans ces résultats potentiels une justification de la hiérarchie sociale traditionnelle. La découverte de ces archives relança brièvement l'intérêt pour l'affaire des triplets, mais la Première Guerre mondiale et ses horreurs reléguèrent rapidement ce scandale historique au second plan. Une fois de plus, l'histoire de Louis, Auguste et Charles sombra dans l'oubli officiel. Pourtant, des témoignages troublants continuent de surgir périodiquement. En 1953, un gardien du château de Fontainebleau affirma avoir entendu, lors de rondes nocturnes, des rires d'enfants et des appels étouffés provenant de l'ancienne aile de l'Académie. D'autres employés rapportèrent des phénomènes similaires. Pas précipités dans les couloirs déserts, portes qui s'ouvrent et se ferment sans raison. Sensation d'être observé par des regards invisibles. Ces manifestations, si elles ne peuvent être scientifiquement vérifiées, témoignent peut-être de l'impact durable qu'a laissé cette tragédie dans les pierres mêmes du château. Comme si l'écho de la souffrance de ces 3 enfants continuait à résonner dans les lieux qui furent témoins de leur calvaire. En 1970, un historien américain, le professeur William Morrison de l'université de Harvard, tenta de mener une enquête approfondie sur l'affaire des triplets de Fontainebleau. Ses recherches dans les archives françaises se heurtèrent à de mystérieuses résistances administratives. Certains dossiers étaient temporairement indisponibles, d'autres avaient été égarés lors de déménagements, d'autres encore étaient classés secret défense sans justification apparente. Le professeur Morrison réussit néanmoins à retrouver des descendants collatéraux de plusieurs protagonistes de l'affaire. La famille Beaumont conservait encore quelques lettres privées du docteur, révélant ses tourments de conscience durant ces dernières années. Une descendante de Boisgelin lui remit le journal intime de son ancêtre, où celui-ci évoquait avec amertume sa complicité dans une abomination scientifique. Mais l'élément le plus troublant découvert par Morrison fut l'existence d'un 4e registre secret tenu par frère Anselme, l'assistant du docteur Beaumont. Ce moine augustin rongé par les remords avait noté scrupuleusement tous les signes de souffrance qu'il observait chez les 3 enfants. Cauchemars récurrents, pleurs inexpliqués, moments où il semblait chercher désespérément quelque chose ou quelqu'un. Ces enfants se languissent d'eux-mêmes, écrivait frère Anselme. Ils sont comme des âmes écartelées, cherchant leur partie manquante. Parfois je les vois tourner la tête vers les murs, comme s'ils entendaient des appels que nous ne percevons pas. Dieu nous pardonnera-t-il jamais cette cruauté? Le professeur Morrison publia ses découvertes en 1975 dans un ouvrage intitulé The Fontainebleau Experiment, A Hidden Chapter of French Scientific History. Mais même cette publication académique ne parvint pas à briser le mur de silence qui entourait cette affaire en France. Les autorités françaises contestèrent l'authenticité des documents présentés par Morrison, arguant que certains éléments de son enquête reposaient sur des témoignages invérifiables et des coïncidences troublantes plutôt que sur des preuves formelles. L'affaire fut à nouveau classée comme légende urbaine ou rumeur historique non fondée. Pourtant,
En 1990, lors du bicentenaire de la Révolution française, un groupe d'historiens indépendants lança une pétition pour que soit constituée une commission officielle d'enquête sur les expérimentations médicales illégales de la monarchie de Juillet. Cette pétition recueillit plus de 10 000 signatures, mais ne reçut aucune réponse officielle. L'un des signataires, le docteur Marie-Claire Durand, psychiatre spécialiste des traumatismes infantiles, déclara dans une interview que cette histoire soit vraie ou fausse, dans ses détails, elle illustre parfaitement les dérives possibles quand la recherche scientifique perd de vue l'humanité de ses sujets. Les méthodes décrites dans le témoignage de Louis correspondent exactement aux techniques de manipulation psychologique que nous connaissons aujourd'hui. Cette affaire mérite d'être étudiée, ne serait-ce que pour les leçons éthiques qu'elle peut nous enseigner. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire des triplets de Fontainebleau reste officiellement non avérée dans les archives nationales françaises. Aucune plaque commémorative ne rappelle leur souvenir au château de Fontainebleau. Aucun monument ne rend hommage à leur sacrifice. Ils demeurent les victimes oubliées d'une époque où l'ambition scientifique pouvait justifier toutes les cruautés. Mais leur histoire survit dans la mémoire de ceux qui refusent l'oubli. Des historiens indépendants continuent de rechercher des preuves de leur existence. Des romanciers s'inspirent de leur tragédie. Des philosophes citent leur cas pour questionner les limites de l'expérimentation humaine. Car au-delà de la vérité historique, l'histoire de Louis, Auguste et Charles pose des questions universelles qui restent d'actualité. Jusqu'où peut aller la science dans sa quête de connaissance? Qui décide du sort des plus vulnérables dans nos sociétés? Comment empêcher que l'autorité institutionnelle ne piétine les droits fondamentaux de l'individu? Ces trois enfants, qu'ils aient existé ou non sous les noms et dans les circonstances exactes rapportées, incarnent tous les êtres humains qui ont été sacrifiés sur l'autel du progrès, toutes les victimes silencieuses des abus de pouvoir, tous ceux dont la souffrance a été occultée par ceux-là même qui auraient dû les protéger. Leur voix continue de s'élever du passé pour nous rappeler que derrière chaque avancée scientifique, chaque découverte médicale, chaque progrès de la connaissance, il peut y avoir des vies brisées, des destins détruits, des innocents sacrifiés. Et que notre devoir de mémoire ne consiste pas seulement à célébrer les héros de l'histoire, mais aussi à honorer ces victimes anonymes. Alors, quand vous visiterez le château de Fontainebleau, quand vous admirerez ses salons dorés et ses appartements somptueux, souvenez-vous peut-être de ces trois enfants qui ont grandi entre ces murs dans la solitude et la souffrance. Écoutez le silence de ces couloirs et demandez-vous s'ils ne portent pas encore l'écho de leurs appels désespérés, de leurs pleurs étouffés, de leurs quêtes éternelles les uns des autres. Car la véritable leçon de cette histoire, qu'elle soit rigoureusement exacte ou partiellement légendaire, c'est que l'humanité de chaque être doit primer sur tous les autres intérêts, fussent-ils scientifiques, politiques ou institutionnels. Et que tant que nous n'aurons pas appris cette leçon fondamentale, de nouveau Louis, Auguste et Charles risquent de payer le prix de nos ambitions démesurées. L'histoire des triplets de Fontainebleau nous crie depuis le passé. N'oubliez jamais que nous avons existé, que nous avons souffert, que nous avons aimé. Et faites que notre sacrifice ne soit pas vain en veillant à ce que de telles tragédies ne puissent plus jamais se reproduire. Vous croyez que toute la vérité a été révélée sur cette sombre affaire? Pensez-vous que de telles expérimentations aient pu réellement avoir lieu dans la France du XIXe siècle? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire troublante et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères oubliés de notre histoire. Car c'est en révélant ces épisodes cachés que nous pouvons espérer construire un avenir plus humain et plus juste.